Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver, un peu plus en forme qu'hier soir, j'étais un peu fatigué et malade pour tout vous dire, j'ai pris un petit repos, j'ai pris aussi un banc Doliprane et me voici de retour pour non pas vous jouer un mauvais tour, mais parler de l'Olympique Lyonnais, le match entre l'OL et Retafe, mais aussi tous les différents dossiers mercato entre Dominique Greif et aussi la surprise Adam Karabec, autant de sujets qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. Mais avant de commencer les amis, je voulais faire un énorme bisou grand comme ça à Eléa et son papa qui tous les deux aiment bien le 11 lyonnais. Je vous embrasse tous les deux et bonne vidéo évidemment. Et comme toujours les amis, si vous aimez le contenu, pensez au petit pouce qui fait vraiment très plaisir, pensez à commenter, à me dire vos différents points de vue sur le mercato, Greif, Karabec ou le match OL Retafe. Et si vraiment vous aimez beaucoup le 11 lyonnais, pensez à vous abonner, à activer la cloche et booster la vidéo pour aider au référencement. Merci à toutes et à tous les amis. Allez, c'est parti, on commence par le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et Retafe. Un match qu'on peut qualifier de match extrêmement rude, rugueux, âpre, dur, dans tous les sens du terme. Parce que l'OL n'a pas eu un match facile, ça c'est le moins qu'on puisse dire, avec des duels extrêmement engagés, de l'intensité, de l'agressivité, beaucoup de 1 contre 1, parfois un petit peu à la limite. C'est le Retafe de Bordalas, une équipe extrêmement difficile à manœuvrer, qui mise beaucoup sur l'intensité et l'agressivité. Et on s'y est heurté durant une bonne partie du match. Si on reprend un petit peu, pour faire simple, l'histoire complète du match, l'entame de match est particulièrement difficile parce que on était nous en 4-2-3-1/4-3-3 et en face 4-4-2 pour Retafe. Et côté espagnol, la consigne est simple, c'est à 100% tout le temps dans chaque duel, intensité, agressivité. Ce qui fait que on était souvent pris à la gorge, en bloc relativement bas pour nous, on était vraiment mis sous la pression du pressing de Retafe qui était bon, de grande qualité. Ils sont venus chercher très haut Mata, Niakate, Descamps et les latéraux, ce qui fait que on a eu du mal à sortir proprement les ballons. Ça a été l'une des grandes difficultés pour l'OL durant, je dirais, 15-20 minutes à peu près, et on a littéralement des séquences de jeu où on n'a pas de solution. On est pris très haut dans notre camp et on n'arrive pas à sortir. Alors pour nous, la grande chance, c'est que Retafe n'a pas pu, et c'est normal, maintenir un tel niveau de pressing durant tout le match. En fait, ça a duré, je dirais, 20 minutes, et après, ils ont eu un gros creux physique. Et c'est justement au cours du creux physique que l'OL parvient à mettre le but du 1-0 sur un penalty provoqué par Kalis Mera, qui est bien plus libre de tout mouvement, il a plus de temps pour s'organiser, prendre le ballon et accélérer, alors que juste avant, du coup d'envoi jusqu'au but, il a eu très peu de place pour s'exprimer. Pris dans la tenaille de Retafe, il avait peu de place et peu de temps pour prendre le ballon et puis donner une bonne passe quand il le pouvait. Là, il a eu plus de temps, et quand Kalis Mera a plus de temps, c'est comme tous les joueurs de haut niveau, eh bien il peut plus facilement faire la différence. Et là, il le fait très bien. Et on voit clairement que Niakate a devant lui une passe beaucoup plus lisible, facile à réaliser. Il touche Kalis Mera, qui a peut-être 1 seconde pour prendre le ballon, se retourner et accélérer. Et là, sur 15-20 mètres, il prend le ballon, il accélère, il va au duel et il provoque le penalty. Faute et penalty fort justifié que va transformer en 2 temps Georges Mikotadze. Ça, c'est pour, je dirais, l'entame de match. Donc pas facile, gros pressing, intensité, agressivité. Certains ont dit oui, c'est un peu limite, un peu borderline. Moi, je ne suis pas de ce point de vue-là, parce qu'en fait, je pense que ce match amical n'avait d'amical que le nom. C'est un match de préparation. En ce qui me concerne, c'est justement le type de match qui doit, je pense, aider l'OL à passer un step en avant en termes d'agressivité et d'intensité. Il y a eu tellement de matchs l'an passé, les amis, où on s'est dit que l'OL manquait d'agressivité, de dynamisme. Là, d'emblée sur ce match-là, on a vu qu'on allait devoir monter un tout petit peu le curseur intensité, agressivité, et dans l'ensemble du match, on l'a plutôt bien fait. Et une fois la tempête évacuée, on a su se projeter, créer de vraies différences et avoir une forme d'emprise technique sur le match. Alors, le 1-0 vient justement ponctuer ce que je vous dis là, mais dans la foulée, le petit hic, même le gros hic, on peut le dire comme ça, c'est qu'on n'est vraiment jamais totalement à l'abri d'une erreur individuelle. Et là encore, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, erreur de Niakate qui se prend dans le dos et qui est pris à la course, faute, penalty. Alors certains pourraient dire penalty un petit peu sévère, pourquoi pas, au replay, pourquoi pas. Moi, je trouve qu'il est justifié, il défend un peu trop, comment dire, avec... c'est un peu dur à dire, mais je trouve qu'il est un peu trop instinctif, Niakate. C'est quelqu'un qui, en fait, est un bon défenseur de 1 contre 1 quand il ne réfléchit pas. Mais quand il faut calculer, gérer, maîtriser un duel plus ou moins loin, contrôler, et je trouve qu'il est moins bien. En fait, Niakate, ce n'est pas un mauvais défenseur. Beaucoup disent, oui, il a des limites à la relance, c'est vrai, attention, hein, c'est pas un défenseur top élite au pied gauche à la relance, ça c'est vrai. Mais on est un peu dur avec lui, parce qu'il a un profil, je pense, de central
purement d'instinct, un central défensif instinctif. C'est quelqu'un qui, quand on lui dit qu'il faut contrôler, réfléchir, temporiser, maîtriser, c'est pas trop son truc. Et je pense qu'il est pas adapté pour ça. Lui, c'est un foot d'intensité, c'est un foot Bundesliga, Première Ligue. Il doit charbonner durant tout le match. C'est là où il est le plus fort, dans le 1 contre 1 défensif, mais malheureusement, quand il faut gérer sur un bloc où on est là pour créer du jeu a priori, c'est quand même plus difficile. On sent on n'est pas à l'abri d'une erreur, d'un manque d'attention, d'un manque de concentration. On n'est pas à l'abri de ça. Et durant le match, il y a eu 3-4 moments où vraiment, je l'ai vu à la limite, sur la crête, sur la pente raide, à ça de faire une bêtise. Alors sur le péno, il le fait. Il y a aussi une action à la 44e minute dans mon souvenir, pour être très précis, où il remet du gauche un ballon en cloche foirée pour Descamps, qui est mis sous pression, qui lui aussi rate sa relance, énième chandelle, qui retombe sur Nakaté, et là où 1 contre 1, il fait encore une faute. On sent qu'il n'est pas hyper serein quand la pression est plus forte sur lui. C'est quelqu'un qui doit aller charbonner, faire du duel, du 1 contre 1, mais quand il faut gérer, être sous pression, c'est quand même plus difficile. Maintenant, en seconde mi-temps, match un petit peu différent, il y a moins de rythme, moins de course, moins d'intensité, ce qui fait que le match perd en qualité, c'est sûr. Et je dirais que l'entame de match en seconde mi-temps, elle est pas non plus folichonne, quoi. On sent un OL qui n'a pas beaucoup de rythme, c'est un peu lent, plan. Il y a quelques erreurs sous pression de relance, des transmissions un petit peu ratées, et tout ça pénalise la production collective de l'OL, même si, là encore il faut le dire, en transition, on parvient à piquer sur une très bonne passe de Tessman, l'une de ses très bonnes passes, et une de ses rares bonnes passes verticales, où il touche dans l'espace Mikotadze, qui prend le ballon, et vient provoquer un penalty pour l'OL, et le penalty, j'y pense, provoquera un carton rouge pour le capitaine Djenné, le Togolais de Retafe. Alors ce qu'il faut dire, c'est que en seconde mi-temps, entre la 45e et le penalty que provoque Mikotadze, il se passe pas grand-chose. Voilà, je dirais un OL plutôt dans la gestion, c'était pas folichon, beaucoup de passes un peu en U, un vrai manque de créativité. Moi je le dis, je pense que en l'absence de recrues à l'instant T, même si, on le verra après, ça devrait un peu bouger, mais à l'instant T, il manque de la créativité. Quand on est en bloc relativement haut, on est plutôt propre techniquement, ça passe plutôt bien de gauche à droite, mais pour être plus vertical, il manque quelqu'un qui prend le ballon et qui fait la différence. Mera le fait bien, vraiment c'est une lapalissade, mais il a le sens du foot et du ballon rond, le petit Calis Mera, vraiment. Mais on sent qu'il manque quelqu'un en plus, quoi. Il manque un profil de plus pour être fort en petits espaces et créer la différence quand le temps et l'espace se réduisent. Point très important aussi du match. Donc au final, victoire méritée pour l'OL 2-1. Tout n'a pas été parfait, c'est vrai, mais un match qui est extrêmement important en termes de préparation, parce que ceux qui disent que c'est un match rugueux, un peu limite, que c'était vraiment borderline de la part de Retafe et de Bordalas, je dis attention, le match qui vient contre Lens à Bollaert de Pierre Sage, ne croyez pas les amis qu'on va être accueillis en rockstar avec des coussins et des pétales de rose. Vous vous trompez littéralement. Ça va être difficile, il y aura beaucoup d'intensité, de rythme de course. Et Lens, je les ai vus 2 matchs en pré-saison, contre Wolverhampton et contre la Roma. Contre la Roma de Gasperini, ils font un match très moyen. Une belle entame de match, c'est vrai, mais après ils se sont littéralement éteints, étouffés par la maîtrise technique des Romains. Et contre Wolverhampton, match très 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 différent, où Lens a su piquer sur quelques phases de transition et en jeu direct. Donc attention à ça. On va jouer une équipe en 3-4-3, 3-4-2-1, qui est bien rodée, c'est le système de Will Steele, Franck Hez, que reprend en grande partie Pierre Sage. Et ce Lens-là aime bien la verticalité, les projections, le jeu plutôt rapide en transition. Donc attention à ça, on n'est pas à l'abri d'un match qui pourrait en partie, certes moins agressif, mais en partie ressembler au match contre Retafe. Alors maintenant, au rayon des prestations individuelles, qu'est-ce que je retiens? Quels sont mes hommes du match et ceux que j'ai moins appréciés? Parmi ceux que j'ai vraiment appréciés, il y a 2 joueurs qui pour moi se détachent littéralement, c'est le cas de Morton et de Calis Mera. Ils ont été extrêmement, d'une part, disponibles, et deuxièmement, ils ont joué avec personnalité, tempérament et caractère. Ça, j'aime bien. En fait, durant une bonne partie du match, on a vu un OL un petit peu trop scolaire, plan-plan, qui manquait de créativité, voire d'intention et de prise de la profondeur. Point extrêmement important, j'en parlerai après. Mais les deux, Morton et Mera, sous pression, c'est bon, voire très bon. Ils ont tous les deux une verticalité qui fait beaucoup de bien à l'OL. C'est pour moi les 2 hommes du match, à peu de choses près, Morton et Mera. Parce que vraiment, en termes de qualité technique, ils ont fait passer un cap au cours du match à l'OL, alors que d'autres comme Tessman, ou d'autres que j'évoquerai après, Tessman, par exemple, il a eu un match extrêmement diplomatique. Tessman, c'est vraiment... Alors, autant contre le Bayern, je trouvais qu'il avait été bon et intéressant
puissant sous pression. Mais alors là, c'est yaourt nature, quoi. Je prends le ballon, passe latéral, à droite, à gauche ou en retrait. Et ce qui fait que Retafe, qui a imposé un pressing tellement important et intense, eh bien nous, on n'a jamais su s'en dépêtrer parce que techniquement, dans le cœur du jeu, on n'avait pas ce profil de numéro 6 qui pouvait, alors sauf Morton en partie c'est vrai, mais il manquait ce profil de milieu de terrain qui pouvait prendre le ballon, se retourner vite et casser sur une foulée ou deux la ligne défensive de Retafe. Et ça, Tessmann n'a pas su le faire au cours du match. C'est l'un des gros points noirs de son match, je trouve. Son manque de réactivité, son manque de, de vitesse d'exécution. Il n'est pas assez vif, pas assez tonique, pas assez dynamique pour, sur une prise de balle, enclencher un truc et faire une différence. C'est là où vraiment je trouve qu'il est le plus limité, Tessmann. J'en parle souvent en vidéo. Quand il a le temps de prendre le ballon, lever les yeux, s'organiser, oui, c'est un bon joueur de foot. Maintenant, quand il y a plus de pression, d'agressivité, de pressing, et quand l'espace et le temps se réduisent, c'est quand même très très difficile. Alors là, j'ai évoqué Tessmann, mais c'est pas le seul. Il y a mon flop du match, mon gros flop du match, malgré son penalty qu'il transforme, c'est Ainsley Maitland-Niles. C'est pas possible. C'est vraiment le joueur qui me frustre le plus parce qu'il a entre les pieds une qualité technique qu'on voit tous, on n'est pas non plus aveugle. Il a un bon pied droit, il a beaucoup de volume de jeu, il court beaucoup, tactiquement il est intelligent, il sait que Fonseca veut de lui une fonction un petit peu hybride, tantôt latéral droit, tantôt ailier droit, tantôt piston droit quand on est en phase de possession bloc haut, tantôt numéro 6 bis, tantôt numéro 8 pour venir créer dans le cœur du jeu un carré. Tout ça, il le fait très très bien, Maitland-Niles. Mais il y a un énorme drapeau rouge, voire noir, c'est que Maitland-Niles, il a des moments de déconnexion qui sont criminels. C'est fou. Des fois, il a des prises de balles, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive en fait? Il perd des ballons extrêmement dangereux dans son camp. Il y en a un, moi, qui m'a rendu fou sur la frappe du latéral gauche de Retafe. Perte de balle, mais stupide, quoi. Relance dans l'axe, plein axe, mi-molle, sans conviction, c'est pas possible. Ce Maitland-Niles-là, il est vraiment frustrant et c'est un joueur qui a deux visages. Parfois, il peut être extrêmement convaincant. On se dit, mais waouh, dynamique, projection, intelligence de jeu, techniquement c'est propre. Et parfois, pour des raisons qui m'échappent, est-ce que c'est le mercato, est-ce que c'est privé, j'en sais rien du tout. Mais il y a des matchs où vraiment ça frôle le néant. Bref, on passe à la suite. Maintenant, c'est le mercato. On passe donc au dossier numéro 1, qui est le cas du gardien. À savoir que l'OL devrait, d'ici les prochaines heures, prochains jours, signer le gardien slovaque de Majorque en Espagne, le gardien Dominic Graif. On dit bien Graif, j'ai vérifié avant de faire la vidéo. Le montant, c'est 4 millions d'euros, et comme le précise bien aussi Hugo Guillemet, que je salue, mon cher Hugo, il y a en plus un bonus de 1,25 million d'euros, plus un intéressement sur la plus-value à la revente de 10%, donc pour Dominic Graif. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur lui? Sans trop vous spoiler, les amis, je ferai, je pense, demain, après-demain, je verrai bien, une vidéo complète sur qui il est, caractéristiques, profil de joueur, qualité, défauts, et tout ça, on en parlera dans les prochains jours. Maintenant, pour faire simple, qui est-il pour aller très très vite? C'est un grand gardien qui fait 1m97, très longiligne, moins épais physiquement que ne l'était Lucas Perry, mais un profil qui, sur quelques aspects du jeu, reprend ce qu'était Lucas Perry, à savoir un gardien qui est fort sur sa ligne, d'excellents réflexes, et surtout, c'est je pense le point le plus distinctif avec Lucas Perry, il est dans le jeu long, et je cours plus fort que n'est Lucas Perry. Moi, sur les matchs que j'ai vus de Graif avec Majorque, c'est un point qui m'a sauté aux yeux. En fait, du gauche, du droit, je cours, je long sous pression, tranquille. C'est pas non plus un pied qui est extrêmement précis, c'est pas Neuer, c'est pas Ederson de City, mais c'est quelqu'un qui, sous pression, est vraiment relax, quoi, tranquille, du droit, du gauche. Voilà, donc c'est intéressant. 4 millions, ça me paraît pour le coup bien négocié, c'est pas mal du tout. Donc voilà, c'est cohérent. Je dirais que dans l'ensemble, je pense que la cellule a ciblé un profil qui cochait au moins 2 cases qui me paraissent importantes. Gardien fort sur sa ligne, c'est le cas, avec des parades réflexes, moi, qui m'ont choqué. Contre Madrid, il a fait une parade de folie. Et surtout un gardien qui, dans le jeu au pied, doit faire passer un cap à l'OL d'un point de vue sortie de balle sous pression. Là où Lucas Perry parfois a un petit peu pêché l'an passé, je pense que Dominic Graif, lui, va apporter une plus-value en termes techniques parce qu'il me paraît plus fort et plus à l'aise sous pression. Ça, c'est important pour le projet de jeu de Paulo Fonseca. Donc, notez bien, les amis, d'ici demain ou après-demain, je verrai bien, sortira une vidéo complète sur Dominic Graif, qui il est, qualité, défaut, et vous aurez l'avis d'un expert qui l'a vu jouer toute la saison dernière, et oui, comme toujours sur le 11 lyonnais.
Et d'ailleurs, j'y pense les amis, petite annonce à vous faire. Alors non, je n'ai pas acquis malheureusement les droits TV de la Saudi League. Bravo à Zach qui fait un truc de fou furieux, bravo mon Zach, juste exceptionnel. Donc je n'ai pas acquis les droits TV de la Saudi League, mais pour autant, j'ai quelques petites idées de contenu qui pourraient vous plaire. J'aimerais vraiment faire un contenu qui pourrait à la fois associer l'Olympique Lyonnais, un peu de tactique et en même temps un petit peu de, entre guillemets, restons modestes et humbles, un petit peu de scouting. Je ne suis pas un scout, c'est un métier à part entière, je n'ai pas les compétences pour le faire, mais malgré tout, je consomme beaucoup de foot, comme dirait ma femme. Donc, j'aimerais faire un contenu qui pourrait, pour faire simple, vous donner sur une vidéo un profil de joueur que j'ai repéré en Angleterre, en Belgique, en Jupiler Pro League, en Serie A, en Ligue 1, en Espagne, au Portugal, peu importe. Un joueur que j'aurais repéré et qui pourrait, selon moi, être un profil intéressant pour le prochain mercato de l'OL. Ce serait un format un petit peu scouting entre guillemets, mais à vous de me le dire en commentaire, est-ce que pour vous, ce serait une vidéo qui serait intéressante sur la chaîne? En ce qui me concerne, j'ai vraiment envie de le faire. Mais à vous de me le dire. Parenthèse refermée, on passe à la suite, et le dossier est surprenant. Ni vu ni connu de nulle part, à savoir que, je lis l'article de l'équipe, Mercato 2 points, le milieu offensif du Sparta Prague, Adam Karabec, se rapproche de l'Olympique Lyonnais. Eh oui, c'est un petit peu la bombe du jour que personne n'a vu venir, vraiment personne. Et je vous lis l'entête de l'article. Le gaucher tchèque Adam Karabec, 22 ans, devrait être prêté par le Sparta Prague dans les prochains jours à l'OL. Il pourra assurer un rôle de doublure sur plusieurs postes offensifs, numéro 10, ailier droit, ailier gauche, voire numéro 9 parfois. Et l'OL disposera d'une option d'achat à hauteur de 3,5 millions d'euros pour donc Adam Karabec. Je ne vous cache pas, je ne ferai pas l'acteur, ce n'est pas mon genre du tout. Je ne le connaissais pas jusqu'à il y a encore maintenant 1 heure. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon ordinateur, mon PC, et j'ai vu quelques extraits de matchs, des highlights, mais aussi des bouts de matchs qu'il a joué avec le Sparta Prague et Hambourg. Et ce que j'en retiens, c'est qu'on a affaire à un profil de joueur très élancé, très grand, 1,87, gaucher. Et moi, ce qui me frappe les yeux, on peut dire qu'on l'a vu ou pas, peu importe, mais dans le foot, ceux qui ont maintenant, comme vous et moi j'imagine, vu des dizaines, centaines, des milliers de matchs, presque des millions, soyons fous, de foot en général, quand un bon joueur est vraiment très bon, on le voit directement. Alors oui, 22 ans, Sparta Prague, 3,5 millions, petit montant, prêté l'an passé en D2 allemande, en Bundesliga 2 à Hambourg, avec une saison à 31 matchs, 3 buts, 7 passes décisives. Alors oui, c'est pas des stats de folie, c'est vrai. On n'a pas affaire à quelqu'un qui a performé au plus haut niveau. Bien sûr, c'est vrai aussi, mais le profil est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, j'avais un petit peu tenté de vous le dire en vidéo par le passé, récent, au cours des matchs contre le Bayern et aussi contre Mallorca. J'avais repéré dans l'animation offensive de Fonseca pour l'OL une forme d'articulation, non pas en 4-3-3 classique, mais en 4-4-2 losange. Quand l'OL est en bloc bas dans son camp, pour sortir sous pression, bien souvent, qu'est-ce que l'on voit? Maitland-Niles, qui est un théorique ailier droit, se réaxe, vient dans le cœur du jeu et il vient être quasiment le 4e milieu de terrain. Il vient créer ce qu'on appelle un carré, entre guillemets un carré, c'est la somme des 4 joueurs qui forment le milieu de terrain. C'est un principe tactique qui est très cher à Fonseca, mais pas que, c'est aussi le cas pour De Zerbi, Guardiola qui aime bien avoir une emprise technique dans le cœur du jeu, créer du surnombre. C'est tout l'intérêt du carré tactique, le carré magique comme on l'appelle, qui sert à créer un surnombre. Parce qu'en fait, souvent, quand on va jouer des équipes comme Lens, comme Strasbourg, comme Toulouse ou d'autres que j'oublie, peu importe, on va généralement jouer une équipe qui aura non pas 4, mais 3, voire 2 milieux de terrain. Les schémas à 4 milieux de terrain sont souvent ceux en losange, qui maintenant sont extrêmement rares dans le foot dit moderne. On a plus affaire à des 4-3-3, 4-2-3-1, donc au maximum du maximum en théorie, sauf animation plus inventive comme Guardiola ou De Zerbi ou Fonseca, on aura souvent du surnombre. On sera à 4 pour 3 en face. Et c'est tout l'intérêt de la consigne que donne Fonseca à Maitland-Niles, qui lui dit en gros, tu es ailier droit en théorie, mais avec ballon en bloc bas, recentre-toi, réaxe-toi et viens créer une solution en plus pour nos relanceurs Descamps, Mata ou Niakate. Ce qu'il fait très bien. Et d'ailleurs, à l'écran, on le voit bien ici. On a clairement un carré qui se dessine avec Morton, Tessman, Mera, plus Maitland-Niles. 4 joueurs dans une surface relativement petite, ce qui crée mécaniquement un surnombre. Et ça, Fonseca y tient particulièrement. Donc, j'ai fait un tweet en disant, selon moi, au vu de l'animation avec ballon de l'OL sous Fonseca, je pense qu'un profil de joueur qui serait meneur excentré à droite, qui pourrait se réinsérer dans le cœur du jeu et devenir un second numéro 10 avec Mera, ou Schulz, peu importe,
ce serait un profil vraiment intéressant. Et va pas manquer, on a affaire à ça avec Karabec, qui oui est polyvalent, peut être numéro 10, ailier droit, en tout cas faux ailier droit, ailier gauche, faux ailier gauche, ou numéro 9, faux numéro 9, il peut le faire, mais il a cette qualité à jouer grosso modo demi-espace droit pour se réinsérer sur le gauche dans le cœur du jeu, et par la passe, par le jeu long, par la frappe, parce qu'il a une très belle frappe de balle, créer de vraies différences. Donc pour moi, le profil de Karabec, il est extrêmement intéressant, il coûte peu cher en termes de transfert, petit salaire, profil pertinent, et ça confirme tout ce que l'on pense de bien du mercato de l'OL. Les pistes sont ciblées, les profils sont choisis et paramétrés, et tout ça fait un ensemble qui est extrêmement cohérent. D'ailleurs les gones, accrochez-vous, je ferai d'ici peu évidemment une vidéo sur qui est Adam Karabec avec profil, qualité, défauts, recours à la data et l'avis d'expert pour celui qui le connaît bien mieux que moi. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui pourrait m'en dire plus sur qui est Adam Karabec. Et pour finir, petite parenthèse sur les propos de Mathieu Louis-Jean au micro d'OL Play à la fin du match contre Retafe, il a dit, je le cite, que l'OL avait un effectif bâti, construit à 85-90%. Donc, il y a encore logiquement 2 à 3 arrivées possibles pour l'OL, parmi lesquelles Dominique Greif et sûrement Karabec. On peut donc imaginer que, a priori, l'OL pourrait cibler en plus un numéro 9, mais l'article de l'équipe le dit bien, cela n'exclut pas pour autant la possibilité que l'OL puisse prendre un autre meneur excentré à droite. Alors profil, lequel je ne sais pas encore, est-ce qu'on aura un profil de créateur excentré ou un profil de percussion dynamique ? On verra bien, mais en tout cas, l'OL va s'activer sur la fin du mercato estival. Donc si on fait le panorama complet de l'effectif de l'OL à l'instant T, qu'est-ce qu'on peut dire ? Au cage, on aura donc Descamps et un gardien qui devrait être Dominique Greif. En défense, je pense qu'il manquera, à mon avis, un profil de central plus relanceur propre sous pression. C'est le problème que j'évoquais souvent en vidéo aussi. Dans le cœur du jeu, bon, ça me paraît pas mal. Tyler Morton va apporter du dynamisme, de la course, intensité, qualité de passe sous pression, jeu long, jeu court, ça c'est très bien. Offensivement, si on se fie au plan qu'évoque Mathieu Louis-Jean avec Mera, plus Schultz, plus Fofana, Afonso Moreira, plus Karabec, plus un ailier droit qui va venir ici, je pense, je l'espère, apporter une plus-value technique à l'équipe, on est bien. Et pour finir devant, en pointe de l'attaque, le numéro 9, Mikotadze, qui devrait être logiquement suppléé par une recrue côté OL, plutôt profil athlétique, pivot, plus grand, bon de la tête. Typiquement, je pense un profil comme Ludovic Ajorc, ce serait cohérent. Mais j'ai quelques idées en tête de profils que j'aime bien, qui évoluent en Belgique, dont je parlerai assez vite sur la chaîne, je pense. Voilà en gros ce que je voulais vous dire, les amis. Mercato qui bouge beaucoup, cohérent, un OL qui semble prêt pour débuter la Ligue 1, c'est bien. Maintenant, place au terrain, place au match contre le RC Lens et rendez-vous d'ici quelques heures, quelques jours, pour donc la vidéo de présentation de Dominique Greif sur le 11 lyonnais. Ciao ciao les gones, bisous à Eléa et son papa, et allez l'OL plus que jamais. Ciao ciao.